Donc, je suis enchantée de vous rencontrer de cette manière et de participer pour la première fois à un webinaire de Doc en Stock, qu'on adore, ici à Paris. Donc, je vous parle aujourd'hui depuis Langue Plurielle, qui est donc une SCOP de formation, une société coopérative et participative, que nous avons fondée avec Maëlle Monvoisin en 2011 à Paris, dans le Nord, dans le 18e arrondissement. Et à l'origine, Langue Plurielle a été créée pour former des adultes en français qui sont salariés. Donc, on fait ce qu'on appelle du français compétences professionnelles. C'est en fait du FOS, du français sur objectif spécifique, mais qui est pensé dans une démarche compétences clés pour des adultes qui ont été peu scolarisés dans leur vie et qui n'ont jamais été qualifiés pour le métier qu'ils occupent. On travaille avec des salariés et on s'appuie sur leur expérience de travail pour en faire un principe d'échange, c'est-à-dire qu'on valorise le fait qu'ils sont déjà professionnels, qu'ils connaissent leur métier, et on leur dit qu'on est juste, nous, d'autres professionnels, au métier d'enseigner le français, et qu'on va ensemble construire un meilleur moyen pour eux de se sentir compétents en français, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Donc, toutes les personnes qui sont formées à l'empériel, enfin, ils peuvent relever de l'alpha, relever de l'illettrisme, être là en français langue étrangère, peu importe là où leur profil d'apprentissage, on forme tout salarié qui a besoin d'être formé en français. Sauf que depuis 2015, on a décidé, alors on s'appelait Langue Plurielle à l'origine parce qu'on proposait des cours de français, d'anglais, d'espagnol et de portugais. Et en 2015, on a souhaité, au vu de la crise médiatique des migrants, disons, on dit bien crise médiatique parce qu'on sait dans le secteur que ça n'a absolument pas commencé en 2015, mais on a souhaité venir porter main forte à tous nos collègues pour proposer de l'accueil linguistique aux demandeurs d'asile et aux réfugiés statutaires. Depuis 2015, on ne fait plus de langues étrangères et on enseigne strictement le français, et donc avec cette dimension français langue d'accueil, d'arrivée, d'intégration, voilà, ce français qui porte plusieurs noms. Voilà, donc je vous présente aujourd'hui un projet qu'on a initié en 2017. Je vais vous parler, alors je vous ai fait un petit sommaire de la présentation que je vous fais. N'hésite pas à me dire, Daniel, si quelqu'un pose une question, si quelque chose n'est pas clair, n'hésite pas à m'arrêter. Alors, donc, je vais vous parler du constat qu'on a fait en fin 2017, qui nous a donné envie de créer J'apprends, et les choix méthodologiques qu'on a proposés. Et je vais ensuite vous proposer une expérience de navigation dans J'apprends, notamment en mettant en valeur les deux modes qu'on a imaginés, et puis les trois types d'activités que l'on retrouve dans le mode Histoire de J'apprends. On fera une pause à la fin de ces deux présentations, disons de ces deux parties, pour répondre à vos questions, avoir un échange important. Et puis ensuite, je vous parlerai des différentes pratiques qu'on peut imaginer, individuelles et collectives, de formation avec J'apprends, donc aussi bien en cours qu'hors cours, en sachant d'ores et déjà que J'apprends a été conçu pour les apprenants et non pas pour être un dispositif d'enseignement, enfin de formation auprès des apprenants. Donc, ce qu'on imagine en pratique collective, c'est vraiment parce qu'on est tous des formateurs et qu'on a envie d'apporter ça en plus. Mais J'apprends est une application d'apprentissage en autonomie du français, complémentaire aux cours de français d'alphabétisation que les personnes suivent en France. Voilà, alors la genèse de J'apprends, on peut dire que ça a commencé un peu par de l'observation. Comme je vous le disais, en 2015, on a décidé d'arrêter les langues étrangères et c'est l'époque où on a aussi terminé le projet de la collection Ici Ensemble, menée avec TV5 Monde et financée par la DAN principalement. On a donc voulu, en 2015, déjà doter tous nos collègues et doter nos équipes d'un outil, une collection de ressources pédagogiques complètes pour adultes, migrants en général, pas forcément primo-arrivants, voilà. Et on s'est rendu compte, en s'intéressant comme ça aux outils numériques, auprès des formateurs, on s'est rendu compte que nos apprenants, on venait de plus en plus avec des smartphones et être très habiles avec leurs smartphones, alors qu'ils n'étaient pas du tout scripteurs, pas du tout lecteurs, qu'ils se sentaient encore très faibles dans la pratique de l'écrit, dès lors qu'ils avaient un stylo entre les mains.
lorsqu'on a commencé en 2016 vraiment à répondre aux appels à projets auprès des demandeurs d'asile et des réfugiés statutaires, on a accueilli dans nos cours des demandeurs d'asile et on a fait le même constat pour les primo-arrivants demandeurs d'asile réfugiés statutaires. On s'est dit, mais les primo-arrivants ici sont presque tous, donc dans nos cours, on avait à peu près 15 personnes. Sur les 15 stagiaires, on avait environ 12 personnes qui possédaient un smartphone de bonne qualité et qui montraient une habileté forte en fait à l'utiliser. Donc on a proposé aux formateurs de passer un an, la première année de notre dispositif pour les demandeurs d'asile, à changer un peu de posture et à observer les apprenants pendant qu'ils apprenaient, donc ça ils le faisaient déjà, mais aussi à les observer quand ils utilisaient les smartphones et à leur poser des questions aussi de curiosité, d'intérêt profond pour leur pratique sur ce qu'ils faisaient avec ces smartphones. En fait, les formateurs se sont rendus compte que ce n'était pas du tout que du ludique, que concrètement, ils communiquaient déjà avec les outils. Donc, ils avaient une pratique de téléchargement qu'ils étaient capables de transférer d'une application à une autre. Ils étaient en mesure aussi de communiquer concrètement, donc par le biais d'un réseau social comme WhatsApp, mais pas uniquement par support vidéo. Donc, ils communiquaient en envoyant des messages écrits dans un français qui était dans des langues, avec des messages, disons, bilingues, trilingues, entre la langue maternelle, qui était la langue écrite d'une langue oralisée, de leur langue maternelle oralisée, mais aussi du français. Donc, il y avait beaucoup de choses à l'intérieur de ce qu'on observait. Et on a demandé à nos apprenants si quelque chose pourrait leur être utile en plus de cette pratique-là. Et ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas d'application pour apprendre le français. Certains essayaient d'en télécharger, ils téléchargeaient des applis de grammaire. On s'est rendu compte qu'ils avaient des choses comme le Becherel sur leur téléphone, des dictionnaires aussi. Et voilà, donc on s'est dit, bon, tout ça est intéressant, voyons ce qu'on peut faire. Et on a pratiqué beaucoup dans nos cours la création de groupes WhatsApp à ce moment-là. Et on a choisi de prendre à notre charge l'idée de créer une appli. On avait l'impression que c'était la première appli, en fait, qui serait le pendant de la collection Ici Ensemble qu'on avait créée pour TV5 Monde, le pendant pour les apprenants en accès direct pour eux. Et ce serait une appli qui leur permettrait, en sortant des cours d'alphabétisation et de français langue étrangère, de continuer d'apprendre lorsqu'ils attendent dans une salle d'attente, qu'ils sont chez eux, qu'ils s'ennuient un petit peu, qu'ils puissent continuer d'apprendre tout seuls. Voilà, donc ça c'est le premier constat qu'on a fait. Les adultes que l'on a en cours peuvent être très très habiles sur leur smartphone et en plus ils possèdent pour une grande partie d'entre eux des smartphones qui permettent de télécharger des applis. Voilà pour ces premiers constats. Ensuite, on a fait une étude de marché pour voir si cette intuition que l'on avait que des applis comme celle-ci n'existaient pas pour des adultes primo-lecteurs, primo-scripteurs, on essayait de voir si c'était le cas en fait. Donc il se trouve qu'à Paris, une étudiante en Master 2 de FLE a travaillé dans le département, dans la direction de la ville de Paris qui s'occupe de l'apprentissage du français et qu'elle a fait pour le compte de cette direction un état des lieux des ressources numériques qu'on pouvait utiliser dans la formation auprès d'adultes primo-arrivants. Et donc, elle a fait une étude entre janvier et juillet 2017 et c'est une étude qu'elle a publiée qui nous a pour laquelle elle nous avait aussi interviewé. Et on s'est rendu compte que les résultats allaient donc dans le sens de ce qu'on se disait. Et en novembre 2018, quand on s'est mis à travailler vraiment sur le développement et la recherche de financement de J'apprends, on a proposé cette cartographie pour visualiser un petit peu l'écosystème de l'époque en matière de ressources numériques. Donc en haut de cette cartographie, sur la partie bleue, vous avez les ressources qui étaient disponibles sur ordinateur, avec les pastilles vertes des ressources faites pour les formateurs et pour les apprenants, parmi lesquelles donc les ressources de TV5 Monde et de RFI Savoir, le site, la plateforme, en fait, le site un peu collaboratif de l'Université de Lorraine, sous la direction de Hervé Alamy, de France FL2I, le MOOC de transfert d'asile, Ensemble en France, et les bons clics. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un site plutôt pour travailler les aptitudes numériques aussi bien sur ordinateur que sur tablette. On a mis bien sûr Doc en stock, Réseau Alpha
On utilise à Paris qui a une partie de la mallette du formateur avec énormément de ressources pour enseigner, et le MOOC du Kavilam comme ressource vraiment pour les formateurs, aussi bien pour se former en FLE que pour se former en FLI, en alphabétisation, en accueil, et puis dans une démarche un peu ASL. Puis, on est allé voir ce qu'il y avait vraiment pour les apprenants, aussi bien sur ordinateur que sur application. Et ça, c'est ce que vous voyez sur, donc avec les pastilles beige. On s'est rendu compte qu'il existait des choses sur ordinateur et aussi des choses sur smartphone. Donc, HappyFLE en bas, c'est ce qui va nous intéresser pour l'instant. HappyFLE, que vous connaissez certainement, qui a été fait par Forum Réfugiés à Lyon, et puis Pas à Pas par le Kavilam à Vichy. Ces deux applis sont faites pour des grands débutants avec une démarche compétences clés ou une démarche français langue d'intégration, disons. Et voilà. Et puis on a découvert aussi l'appli Solodo, une appli faite par un prof de français d'origine camerounaise qui a été prof de français au Maroc, qui a décidé, en arrivant en France, après l'obtention de son statut de réfugié, qui a décidé de créer un site et une application d'alphabétisation. Donc, c'est Solodo, elle existait à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, clairement, on ne voyait pas d'autres applis à part Solodo, qui est dans un style, si vous ne la connaissez pas, moi je l'appelle un peu old school, enfin de l'alphabétisation old school, mais voilà, c'est sympathique et ça plaît beaucoup aux apprenants. On s'est dit qu'il y avait de la place pour faire une application voilà, en alphabétisation avec une dimension alpha-FLE, comme disent les Belges, c'est-à-dire qu'une application qui permette à la fois d'entrer dans la langue avec une démarche actionnelle et d'entrer petit à petit dans le développement, dans l'écrit pour des adultes non scolarisés antérieurement. Voilà. Donc le constat, une fois validé, on s'est dit qu'on pouvait commencer à travailler. On a recherché des financements qu'on a obtenus. Donc on a été soutenu pour la création de cette application par la ville de Paris. Je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, la ville, donc depuis 2015, lance chaque année un appel à projet pour former les demandeurs d'asile en français et sous le projet de professionnalisation des acteurs de l'apprentissage du français. Et l'idée de Paris est de désobéir un petit peu à l'injonction de ne pas former les demandeurs d'asile pendant leur demande d'asile. Donc la mairie de Paris nous offre à tous la possibilité de former des demandeurs d'asile pendant leur demande d'asile, en amont des 6 mois au-delà desquels ils ont la possibilité de travailler et donc de suivre une formation. Donc la mairie nous a soutenus, et la région Île-de-France, la préfecture Île-de-France nous a aussi soutenus par le biais du BOP 104. Et ensuite, il y a une SCOP aussi, puisqu'on appartient au réseau des SCOP, une SCOP informatique, SCOP IT, qui nous a soutenus pour créer J'apprends. Et donc, la genèse de J'apprends, c'est aussi des choix méthodologiques qu'on voulait mettre en œuvre dans cette appli et qui ressemblaient à notre façon de travailler en cours. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a répondu à ces appels à projets. À partir de 2016, on a donné des cours aux primo-arrivants demandeurs d'asile et réfugiés en se spécialisant dans le public donc non francophone, non scolarisé antérieurement. Pour eux, c'était compliqué de mettre en œuvre à la fois une didactique disons, actionnelle, sans avoir recours à des documents écrits, et aussi de répondre à leur attente, leur désir d'école. Pour eux, et voilà, ils voulaient arriver en cours et pouvoir écrire des choses. Et nous, on voulait concrètement proposer quelque chose qui soit juste. Donc, on s'est inspiré, on est allé bouquiner des choses en sciences de l'éducation et on a souhaité proposer des activités qui s'inspirent un peu des démarches de Montessori, notamment de développement de la conscience phonémique, de lecture de petits messages. Et c'est ce que vous voyez sur les photos. On a commencé par nous former et former notre équipe à des outils d'entrée dans l'écrit. Alors, je ne sais pas ce que vous pratiquez les uns les autres et ce dont vous faites la promotion un petit peu dans l'entrée dans l'écrit. Mais voilà, donc à l'Empérial, on travaille comme ça. Si ça vous intéresse, on pourra y revenir après. En tout cas, dans J'apprends, on retrouve les choix méthodologiques qu'on proposait en cours.
Donc, vous verrez que dans J'apprends, il y a des... Donc là aussi, je ne sais pas qui parmi vous a téléchargé J'apprends et a vécu l'expérience. Donc, je ne vais pas trop développer avant de savoir ça. Mais je vous dirai ce qu'il en est. Mais dans J'apprends, on découvre les signes graphiques, donc les lettres, par le biais de leur son et non pas par le biais de leur nom. Donc, voilà. Et on découvre l'écriture dans des interactions sociales réelles à l'intérieur de J'apprends. Donc, voilà pour la genèse et nos choix méthodologiques génériques. Donc là, je vais vous montrer alors, les deux grands modes de navigation et les types d'activités que l'on a. Alors, il y a deux modes dans J'apprends. Un mode histoire, qui va être le fil conducteur de l'apprentissage et qui respecte grosso modo les grandes étapes d'un scénario pédagogique, mais pensé non pas pour un formateur, mais pour un apprenant. Donc, le mode histoire est un mode dans lequel il doit rentrer et il doit vivre les épisodes. Alors nous aussi, Daniel, on s'est mis au jargon un peu série. Donc on a créé des épisodes et on aura une saison, on espère on aura une saison 2, là on en est dans la saison 1. Ah ben on vous le souhaite, hein. Mais en tout cas, il faut avoir vécu l'épisode 1 pour pouvoir pour débloquer, comme on dit, l'épisode 2 et ainsi de suite. Et ces épisodes vont offrir l'opportunité de gagner des sons, gagner des mots, gagner des phrases qui se retrouveront dans le deuxième mode de J'apprends, qui est le mode carnet. Et dans le mode carnet, on va trouver les sons, les mots, les phrases qu'on a gagnées dans le mode histoire. On va les gagner et on va pouvoir les retrouver soit par ordre alphabétique, soit par ordre d'expérience, c'est-à-dire que soit par épisode. Donc, et chaque épisode a un lieu, un grand lieu phare en fait. Le premier épisode se passe dans la cuisine de la colocation. Le second se passe dans une aire de sport qu'on retrouve un peu dans toutes les villes francophones. Et le troisième épisode se passe dans une salle d'attente d'une permanence d'accès aux soins de santé. Donc ces épisodes sont forcément, puisqu'ils sont à l'intérieur de lieux, il y a un vocabulaire spécifique à ce lieu. Donc tous les sons, les mots et les phrases peuvent être classés par ordre alphabétique ou bien par lieu pour qu'on ait des univers en fait. Et vous verrez, parce que je vais vous montrer on va faire une petite navigation ensemble comment ça fonctionne. Et dans le carnet, il y a aussi deux autres rubriques qui sont le carnet d'expression et le carnet des lettres. Je vais vous le montrer un petit peu plus avant. Donc dans le mode histoire, on a 3 types d'activités et je vais vous le faire découvrir. Alors, je vous ai préparé pour ce webinaire une petite vidéo nous permet tous ensemble de naviguer dans l'appli. Alors, j'espère, donc j'essaye de regarder un peu les réponses que vous faites, mais je crois qu'il faut vraiment que je me concentre sur ce que je dis, parce que sinon ça va être un petit peu brouillon. Oui. Alors, pour ceux qui ont déjà téléchargé l'appli, je t'écoute Daniel. Si pour l'instant il n'y a pas de réaction directe, donc je t'ai pas interrompu. Il y a juste au niveau du son, il faut faire effectivement attention parce que c'est bon, il y a eu une petite quelqu'un voilà qui a dit qu'il n'entendait pas très très bien, mais c'est la seule, donc je me dis que il y a pas trop de soucis. Mais bon, on va voir si ça marche quoi, là, si l'animation fonctionne. Vas-y. D'accord. Donc, l'animation fonctionne. Très bien. Donc, ce que je vous propose ici, c'est de voir comment se passe J'apprends voilà, pour qu'on le vive un peu plus ensemble. Donc là, on a un écran de téléphone et voilà à quoi ressemble le logo de J'apprends. Donc on continue. Voilà. Alors quand on ouvre pour la première fois J'apprends, l'apprenant est accueilli de cette manière, donc tout simplement, et on va lui conseiller de brancher son casque, voilà, pour une expérience optimale, ce qui va lui permettre de se concentrer. S'il est dans le métro, s'il est dans une chambre ou dans une chambre en CHU par exemple avec d'autres personnes qui vivent avec lui, ça va lui permettre de s'isoler un petit peu.
d'entendre le mieux possible ce qu'il dit. En général, ils ont des casques, des petits écouteurs avec le kit main libre, et ça va être aussi efficace, voilà, comme Daniel, voilà, pour enregistrer la partie reconnaissance vocale et micro. Voilà. Bonjour et bienvenue dans J'apprends, une application pour mieux communiquer en français, mieux lire et mieux écrire. C'est ici que démarre l'aventure. Tu habites ici, dans cette ville. Et là, c'est moi, Gigi. Je suis ta colocataire. On habite ici, c'est notre appartement. Pendant ce jeu, on va rencontrer beaucoup de gens et apprendre avec eux. C'est parti! Voilà. Donc la première fois que les apprenants utilisateurs rentrent dans l'appli, ils ont le discours de Gigi qui contextualise en fait ce qui se passe et qui les accueille dans J'apprends comme une ville dans laquelle ils vivent, voilà, avec elles, leurs colocataires. Donc tout a été choisi pour donc alors là on s'en rend pas forcément compte, mais on a choisi une esthétique en 3D. Parce qu'on a demandé au studio de ne pas, surtout pas travailler avec du dessin pour éviter que ça ne fasse application d'enfant et de travailler autour d'une esthétique qui ressemblerait à l'esthétique de la photo, parce que ce sont des supports qu'on utilise assez communément dans le secteur. Quand on est formateur, on utilise plutôt des photos que des dessins. Voilà. Et on souhaitait aussi que la ville puisse ressembler à une ville francophone où qu'elle soit, voilà, une grande, une moyenne ville. Bon, ça ressemble pas à un village, mais ça peut ressembler à une petite ville, quoi. Donc on voulait pas qu'elle soit localisée, surtout pas que ça ressemble à Paris. Bon, après vous verrez que comme on est tellement entouré de grands immeubles qu'on a tendance à les mettre un peu partout. Mais l'idée est que tout primo-arrivant qui arrive dans une ville francophone, qu'elle soit au Canada, en Belgique, en France, puisse se reconnaître dans J'apprends. Donc vous voyez ici sur la vidéo les deux modes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mode histoire, et ça, c'est le mode carnet. On a tout fait pour qu'il n'y ait aucune consigne écrite dans J'apprends. Et donc, vous allez voir que les apprenants sont appelés à cliquer sur quelque chose par les mouvements des dessins. Vous le voyez là? Vous voyez. Oui. Donc là, on a cliqué sur Gigi, c'est-à-dire on s'est engagé dans le mode histoire. Quand on s'engage dans le mode histoire, on arrive ici sur les épisodes et vous voyez que l'épisode 2 et 3, comme je vous le disais tout à l'heure, sont bloqués puisque l'apprenant n'a pas encore fait son premier épisode. Donc on avance, on clique sur l'épisode numéro 1. Aujourd'hui, on discute autour d'un café. On commence par se saluer et choisir ce qu'on veut boire. Tu veux un café, mais on n'en a plus. Dommage. On fait une liste de courses. Tu descends au supermarché pour acheter du café et du sucre. Tu parleras avec Castor, le caissier, au moment de payer. Je t'apprendrai à faire du café. Enfin, tu découvriras de nouveaux sons pour apprendre à écrire. Et tu joueras avec l'ordre des lettres dans... Voilà, donc chaque épisode se présente comme ça. La première fois que les apprenants rentrent dans un épisode, ils découvrent les 7 activités et seule la première est débloquée. Dans chaque épisode, il y a toujours 2 dialogues qui sont symbolisés par les petites bulles ici, en bleu. Il y a en général 3 mini-jeux qui sont symbolisés par une étoile, non pas du tout, par des manettes d'une console. Voilà. Et il y a enfin, en fin d'épisode, 2 activités symbolisées par des étoiles qui sont des activités à proprement parler d'entrée dans l'écrit. Alors, je ne sais pas si je parle à des professionnels qui ont aussi une casquette de formateur auprès du public. Oui, la plupart ne le sont peut-être plus, mais l'ont été, donc a priori, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Donc, juste peut-être que vous avez vécu ça avec des apprenants, donc francophones ou pas francophones, non scripteurs, non lecteurs, donc qui relèvent vraiment de l'alphabétisation infra à 1.1 à l'écrit.
Souvent, ils ont l'impression que lorsqu'on fait des activités à l'oral pour rentrer vraiment dans la langue ou bien pour corriger quelques erreurs fossilisées, ils ont la sensation que si on ne travaille pas avec des supports écrits, on ne travaille pas du tout. Et on n'apprend pas à lire et écrire, alors qu'en fait, on prépare tout ça. Bon, donc en fait, même si les 5 premières activités sont des activités où on mêle les 5 activités langagières en réalité, les 2 dernières sont à proprement parler des activités d'entrée dans l'écrit, où ils vont trouver ce plaisir-là de faire une activité où vraiment on écrit, on entend les sons, on va mettre les sons dans l'ordre, etc. On a voulu répondre à cette attente d'activités écrites. Donc voilà, c'est pour ça qu'elles sont à la fin, mais on écrit et on lit, on repère des choses bien avant les 2 dernières activités dont j'apprends. Alors, je vous montre d'abord comment se passe un dialogue. On commence par se Donc là, saluer l'apprenant et choisir ce clique qu'on veut pour rentrer boire. dans la cuisine. Donc ça, c'est le premier niveau. Il entend un personnage parler et on voit des émojis sur la bulle pour accompagner la compréhension. On a choisi les émojis pour leur caractère universel parce qu'aujourd'hui, le monde entier détient des smartphones et aussi bien sur Apple que sur Android, on a ce genre d'émojis. Donc, même si évidemment tout symbole est très culturel, on s'est dit que celui-ci pouvait être intéressant. Donc la bulle Salut, clignot. ça va? L'apprenant peut écouter autant de fois qu'il veut ce qui est dit. Salut, ça va? Voilà. Et là, l'utilisateur répond, ça va. Donc il a le phylactère de la bulle qui est vers le micro, disons. Et là, c'est la réponse de l'utilisateur. Alors dans J'apprends, malheureusement, on n'a pas pu tout faire. On n'a pas pu ouvrir à chaque apprenant la réponse qu'il souhaitait donner, en fait. Ça rendait l'expérience trop complexe et ça menait vers des voies qui n'étaient pas forcément celles qu'on pouvait ouvrir. Et donc, il lui dit ce qu'on lui propose de dire, en fait. Donc là, c'est lui qui répond, c'est l'apprenant qui répond. Donc, il peut cliquer sur ce qu'il dit. On lui propose donc une activité de reconnaissance vocale pour laquelle il doit absolument accéder à son micro. Donc, il faut dans les réglages qu'il mette OK pour accéder au micro. Donc là, il répond « ça va ». Gigi lui a demandé « est-ce que salut, comment ça va ?» Il répond « ça va ». Et il a la possibilité, en cliquant sur le micro, de répondre « ça va ». Et donc, il peut cliquer ici pour rejouer le « ça va » autant de fois qu'il en a besoin. Et ce qu'on a trouvé comme système de reconnaissance vocale, c'est le même que la reconnaissance vocale des téléphones portables. C'est-à-dire que vous savez, quand vous demandez, je sais pas, à votre téléphone portable, OK Google ou des choses comme ça, c'est la même reconnaissance vocale qui va être appliquée ici. Donc concrètement, si l'apprenant prononce assez bien pour être compris, ça va. Voilà, l'application va valider. Voilà. Si la reconnaissance vocale ne le reconnaît pas, il aura une croix rouge, mais il aura 3 essais pour le faire. Au bout de 3 essais, il passera de toute façon à la suite pour ne pas être frustré dans son expérience. Mais on n'a pas voulu, nous, mettre des critères de validation non d'une réponse d'un apprenant. On voulait que ce soit quelque chose qui soit réaliste. Et pour le coup, les apprenants utilisent beaucoup leur micro pour faire leurs messages vocaux et utiliser leur smartphone. Donc, on a préféré que ce soit cette reconnaissance vocale-là qui prime. Ça va. Tu veux boire Voilà, quoi? donc, donc, comme c'est une appli d'apprentissage aussi de la lecture, c'est pour mieux communiquer en français, mais pour aussi apprendre à lire et écrire, on propose, quand le personnage parle, un mode. Donc, il y a d'abord le mode emoji et il y a le mode karaoké. Ce qu'on appelle le mode karaoké, c'est ce que vous venez de voir. L'apprenant voit, en même temps qu'il entend, la façon dont s'écrivent les mots, et il les voit apparaître syllabe par syllabe, avec un code simple. C'est que quand c'est du noir normal, c'est des lettres régulières. Quand les lettres sont en noir gras, ce sont des lettres qu'on prononce ensemble. Et quand les lettres sont en gris, ce sont des choses qu'on doit absolument écrire, mais qu'on ne prononce pas. Veux,
boire, quoi? Ça, c'est ce qu'on a appelé le mode syllabique. Ils ont la possibilité, là, de cliquer sur les syllabes Tu pour veux boire, voir comment s'écrit, quoi? ils entendent. Un café. Un café. Un café. Donc là, ils ont la possibilité de faire un premier petit exercice de lecture, déchiffrage lecture posé pour reconnaître. Voilà. Un café. Un café. Tu peux aller faire les courses, s'il te plaît? Voilà. Donc voilà à quoi ressemblent les dialogues. Donc là, ils peuvent appuyer sur pause et continuer l'expérience. Et vous allez voir là un mini-jeu. Le mini-jeu. Voilà, Tu Gigi descends propose de au boire un café, mais elle supermarché n'a pas de pour café acheter chez du elle, donc café elle propose et à du sucre. l'utilisateur d'aller en acheter au supermarché. Donc dans la mini-activité Tu dois prendre un précédente, paquet il de a écrit sucre sa liste de et un courses. paquet de café. Là, on lui montre un petit tuto sur ce qu'il doit faire pour acheter du sucre et du café. Donc là, avec le doigt, ils font un glisser-déposer. Ils se baladent dans le supermarché. Il choisit son café et ça valide en même temps sa liste de courses. Il prend du sel parce que ça commence comme sucre. Donc il dit c'est peut-être ça le sucre. Finalement, il dit non, c'est pas ça, sucre. Ça correspond pas aux lettres que je vois. On a fait exprès de mettre en regard deux écritures, la script, qui peut être sur une liste de courses, et celle qu'on retrouve sur les paquets. Et donc là, on a gagné 2 mots, sucre et café. Il faut prendre la ligne 3 Donc ça, en c'est un direction deuxième de mini-jeu Europe pour rentrer chez et descendre soi à en l'arrêt bus. Anatole France. Donc le personnage vient de lui dire, pour rentrer chez toi, tu dois prendre le bus jusqu'à Anatole France. Parc. Prochain arrêt, Cité. Cité. Prochain arrêt, République. Donc là, il doit République. cliquer sur stop pour demander l'arrêt. Prochain arrêt, S'il ne le fait pas, le Anatole bus va jusqu'à France. Jacques Brel. Et s'il va jusqu'à Jacques Brel, c'est pas grave, le jeu reprendra depuis le début, il aura à nouveau la consigne de Castor et il pourra reprendre son bus jusqu'à Anatole France. Café commence par le son. Donc là, ce sont les fameuses activités d'entrée dans l'esprit de la fin des épisodes. Donc, sur le principe des lettres rugueuses de Montessori, on propose des mots totems comme ça qu'ils ont vus dans l'expérience et on leur propose de découvrir voilà, le signe graphique et ce à quoi il correspond. Donc là, ils ont gagné des mots, des sons, des phrases et ils peuvent aller dans leur carnet pour découvrir ce qu'ils ont gagné. Donc quand on gagne un son, on revoit le mot dans lequel on a vu apparaître ce son et on entend le son. Chou. Quand on gagne un mot, il apparaît dans le dico. On n'a pas le son écrit ni le mot, on est sur le principe des flashcards. Voilà, pour que le cerveau fasse l'effort de la mémorisation. Une carte vitale. Une carte vitale. Donc là, c'est l'ordre par épisode. Et ça, c'est le carnet de phrases. Donc toutes les phrases qu'ils ont entendues dans les dialogues, s'ils veulent les refaire, les réécouter, les répéter, s'enregistrer, ils peuvent. Bonjour, c'est pour un rendez-vous? Bonjour. C'est pour un rendez-vous?
Donc là, ils ont la possibilité Bonjour. de répéter et de s'enregistrer. C'est pour un rendez-vous? Le carnet d'expression sert à écrire ce qu'ils ont envie d'écrire au moment où ils ont envie de l'écrire, justement parce on s'est dit que ce serait frustrant pour eux de ne pas pouvoir donner les réponses qu'ils souhaitaient donner. Et donc, on voulait qu'ils aient un espace d'expression libre, soit manuscrite comme celle-ci, soit tapuscrite. Dans la version actuelle, ils peuvent enregistrer jusqu'à 12 petites notes. Donc là, ils peuvent recopier les mots qu'ils veulent, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, et à chaque fois qu'ils tapent sur une lettre, ils entendent le nom de la lettre. Ce carnet de lettres, pour terminer, c'est un carnet sur lequel ils peuvent s'entraîner à écrire. Donc c'est déconnecté de l'apprentissage du français, enfin de la langue, c'est déconnecté de l'entrée dans l'écrit, ça satisfait juste le plaisir de pouvoir graphier certaines lettres et s'entraîner à mieux former des lettres. Mais on a voulu le déconnecter de l'expérience d'apprentissage de l'entrée dans l'écrit. Voilà. Voilà, une petite navigation dans J'apprends. Bien, Anna, merci beaucoup. Alors on a des questions, des premières questions. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont surgir au fur et à mesure. Donc, d'abord on a accueilli entre-temps l'Aquitaine, Bordeaux et aussi Toulouse. Donc, non mais Toulouse je l'avais dit, je crois, mais Bordeaux, Claire et Teresa, bonjour. Donc dans les questions déjà, Véronique, la collègue d'Orléans, qui nous dit attends, je remonte. Au début, elle était un peu désorientée car la navigation pour elle n'était pas linéaire. Et elle dit, je ne suis pas familière aux jeux en ligne, je n'avais sans doute pas le réflexe lié à ce type de navigation. Et donc, je lui demandais en fait, est-ce que pour toi, est-ce qu'on peut dire que c'est plutôt intuitif? Alors, Serge répond, oui, ça m'a paru intuitif, sauf peut-être le premier écran. J'avais choisi carnet, mais effectivement, il était vide, oui, parce qu'il n'était pas rempli au départ. Bon, mais du coup, voilà, le fait d'être peut-être désorienté, qu'est-ce que tu en dis? Alors, j'ai voulu vous dire une chose importante, c'est qu'on a fait des tests d'usage avec nos apprenants sur l'application, le premier prototype, pour voir si ça fonctionnait tout ça. Et effectivement, la navigation sur smartphone peut désorienter des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de faire le jeu ou qui n'ont pas du tout l'habitude d'utiliser vraiment des smartphones. Donc, c'est une réalité. Dans ces cas-là, dans ces cas-là, ce qui bloque, ce qui rend les choses un peu compliquées, c'est le tout premier épisode. C'est-à-dire, on peut d'abord cliquer, la toute première expérience, on peut cliquer sur le carnet avant de rentrer dans l'histoire. Et dans ces cas-là, quand on rentre dans le carnet nous dit à chaque page, oups, vous n'avez pas gagné de son. Allez dans le mode histoire et nous nous retrouverons. Voilà, pour qu'ils sachent que s'ils sont là, c'est super. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Il faut aller dans l'histoire, trouver gagner tout ça. Et par ailleurs, quand ils rentrent dans le premier épisode, c'est le premier dialogue dans lequel on peut faire des difficultés. Parce qu'il faut faire le réglage du micro, il faut comprendre qu'on attend que les bulles cliquent et qu'il faut cliquer dessus. Mais une fois ces premiers pas faits, l'apprentissage est complètement enclenché. Nos apprenants ont pu avoir des difficultés sur le premier module, cette première activité, mais plus du tout sur le reste de l'aventure. Donc, on a constaté une capacité d'apprentissage au sein même de l'appli qui était vraiment favorable. Donc, les blocages n'existent carrément pas du tout pour des jeunes ou pour des moins jeunes, mais qui sont très, très coutumiers des applications et des jeux. C'est ça en fait, oui, c'est ce rapport-là aussi qu'il est intéressant de mesurer. Notre collègue Mathieu disait, alors, oui, il dit, je clique sur Gigi ou Carnet, y a-t-il un ordre à suivre? Mais ce sont peut-être des questions que ne se pose pas un apprenant, utilise ça très souvent. Effectivement, ce qu'on pourrait imaginer, donc, c'est quand même que peut-être au démarrage,
pour prendre la notion du démarrage, peut-être que ça peut être intéressant d'accompagner, mais qu'après tu penses que c'est quelque chose qui peut être fait en complète autonomie. Complètement. Là, on s'est rendu compte que les formateurs, depuis le 14 novembre, le lancement de J'apprends, on a proposé aux formateurs de faire une séance autour du téléchargement de l'application J'apprends. Séance qui est complètement transférable vers d'autres téléchargements d'applis, et ça reste une compétence très importante à faire, d'être en mesure de télécharger une appli. Donc on les accompagne dans le téléchargement, on leur propose de mettre leur casque quand ils en ont. Pour ceux qui n'ont pas de téléphone, c'est pas grave, ils se mettent avec un de leurs collègues et ils vivent l'expérience à deux, parfois à deux c'est mieux, souvent, donc ils peuvent le vivre avec quelqu'un, et on les accompagne sur ces fameux premiers pas dans l'appli. Et en général, la première peut être laborieuse, l'activité, mais ensuite on ne peut plus les arrêter. On arrive jusqu'à la fin du premier épisode, c'est impossible d'arrêter le groupe. Et le micro, ça passe tout seul. Enfin, voilà, c'est vraiment impressionnant de voir qu'ils partent directement sur tout ça. Et on leur dit, on s'arrête à la fin de l'épisode 1, le reste, vous le ferez ailleurs, chez vous. Voilà. Parce qu'ils sont, en général, ça ne pose aucun problème à un groupe avec un formateur, accompagné par un formateur. Très bien. Je continue parce que les questions se poursuivent. Alors, un apprenant francophone comprend-il les informations de navigation? Ben voilà, tu l'as déjà un petit peu répondu. C'est vrai que c'est peut-être bien d'accompagner au départ, mais qu'ensuite, c'est quelque chose qui est accessible. Mais complètement. Et un apprenant, il sera d'abord dans un bain sonore. Clairement, l'introduction de Gigi ne la comprendra pas. Il ne comprendra pas tout un tas de choses, mais avec l'aide qu'il peut, autant qu'il le veut, reprendre les épisodes, les refaire. L'appli n'est jamais bloquée. En fait, il a la possibilité de faire une fois, 2 fois, autant qu'il le souhaite les épisodes, les mots, les phrases. Et c'est tout ceci qui l'entraîne et qui lui permet d'acquérir le vocabulaire. Mais au début, pour un non-francophone, il y a un bain sonore, mais tout l'environnement, toute l'histoire l'aide à rentrer dans la compréhension de ce qu'il vit. Alors, il y a une question que je prendrai par la suite. C'est Elisabeth qui pose la question du choix des 3 écritures. Moi aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais je vais continuer à lire les commentaires et puis on reviendra sur la graphie, sur l'écriture. Serge dit l'effet 3D est très bien pour impliquer, comme dans la réalité. L'élocution des personnages est très soignée, plus que dans certains exercices vidéo. Le lien son syllabe écrite est très bien pensé. Alors, on nous dit du point de vue de ma petite expérience d'utilisateur. Ça, c'est la modestie de Serge, mais bon, voilà, un retour qui est assez positif. Aurore Barrault qui nous dit super appli, attractive, complète, cohérente. Alors, la question sur l'usage, est-ce que les apprenants parviennent à identifier et utiliser toutes les possibilités offertes sans médiation, en particulier toutes les activités du mode carnet de phrases, notamment répéter et s'enregistrer. Alors, tu as dit qu'au début, voilà, sur la navigation, ça peut valoir le coup d'accompagner, et tu penses que pour la suite après, voilà, sur tout ce qui reste, tout ce qui est du côté de répéter, s'enregistrer, c'est des choses qui se font relativement facilement? Oui, concrètement, oui. Alors, on a voulu faire de J'apprends une appli dans laquelle les fourmis, les sauterelles et les papillons peuvent apprendre chacun à leur manière. Bon, j'ai l'habitude de raconter une histoire autour des fourmis, sauterelles et papillons, mais grosso modo, les gens qui auront besoin d'apprendre en faisant les choses au fur et à mesure, en suivant le mode d'emploi de l'appli, seront très à l'aise avec le mode histoire. Voilà, ils finiront le mode histoire avant de rentrer dans le carnet. Mais les petites sauterelles qui vont d'un endroit à un autre et qui se disent bon, attends, mais on est où? On est au début, mais attends, moi j'ai envie d'aller faire le sport avant et d'aller farfouiller dans cette appli, pourra aussi bénéficier de l'ensemble de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on peut prendre cette appli dans tous les sens, sauf qu'évidemment, nous on accompagne, puisqu'on est dans quelque chose qui est de l'entrée dans la langue, on a quand même accompagné par un code un peu de jeu vidéo, c'est-à-dire que tu peux continuer seulement si tu débloques les choses. Donc si tu as pris papier, ça marche, mais à condition que tu comprennes qu'il faille commencer par ci, par ça. Une fois que tu auras tout débloqué, tu pourras faire les choses dans l'ordre qui t'intéresse. Et une deuxième chose par rapport à ce que tu dis, Daniel, c'est que la SCOP qui nous a soutenus, qui est spécialisée en informatique,
nous a proposé de nous aider à identifier les informations utilisateurs dans J'apprends. C'est-à-dire qu'on ne va collecter aucune donnée personnelle, on ne demande rien, pas de mot de passe, pas de nom aux gens. Par contre, on va avoir... C'est très important. Voilà, on voulait absolument que ce soit anonyme, utilisé sans code d'accès, sans rien, sans voilà. Mais par contre, ils vont pouvoir nous aider à observer finalement les expériences utilisateurs. Est-ce qu'ils vont effectivement beaucoup plus sur le mode histoire? Quand est-ce qu'ils vont au mode carnet? Quand ils sont dans le carnet, combien de fois sur quoi ils cliquent? Où est-ce qu'ils vont le plus favorablement? Ça va nous permettre de développer la suite de J'apprends en suivant un peu ce qui marche dans l'apprentissage. Oui, en tout cas, Aurore est assez enthousiaste dans ses retours. On récupérera le chat pour te les donner écrites. On nous dit aussi présentation complète et enthousiasmante, très bel outil. Patricia, notre collègue de Haute-Savoie, qui nous dit de bons retours des apprenants dans les ASL, avec à chaque séance un retour sur les activités. Donc là, c'est le lien avec aussi les ateliers, les formateurs et la façon dont les uns ou les autres peuvent l'utiliser. Et j'imagine que ça permet aussi à la fois une implication personnelle, mais aussi une émulation entre apprenants. Voilà, si tous les rendez-vous en ASL, on fait le point sur un épisode ou sur des éléments du carnet ou autre, ça peut être aussi l'occasion de sans dire de comparer, mais au moins, voilà, en termes d'émulation pour partager, je pense que c'est sans doute aussi très intéressant de l'intégrer dans un accompagnement d'atelier et de l'utiliser dans une régularité. Oui, complètement. C'est favorable. Et ça donne une impulsion et une dynamique de groupe qui peuvent aussi être qui peut aussi être inspirante pour le formateur, qui peut se saisir des situations qu'il voit dans J'apprends pour les compléter en cours. Par exemple, oui, c'est ça aussi. Voilà. Il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas encore quel est le métier de Gigi. Il se trouve que Gigi est conducteur de travaux, mais on ne va le découvrir qu'au 4e épisode. Donc là, le formateur peut parfaitement dire, mais finalement, Gigi, quel âge a-t-elle? Quel est son métier? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Voilà. Et on peut faire d'autres courses aussi. On peut imaginer un autre supermarché, d'autres listes de courses à faire pour préparer d'autres choses du quotidien. Ici, on a fait un café, on peut préparer un thé, on peut faire chauffer du riz d'une autre manière. Bref, on peut exploiter et aller un peu plus loin, se saisir de l'émulation qu'il y a et la compléter dans la vie réelle. Alors c'est là où effectivement les formateurs, il faut vraiment qu'ils passent par l'application pour voir à la fois ce à quoi ont accès les apprenants et comment eux, ils peuvent se dire « Ah, à partir de telle situation, moi, je vais aussi travailler sur, ou je vais aussi leur proposer, ou même rendre les apprenants acteurs en leur disant « Bon, imaginons une autre situation, imaginons une autre liste de courses, comme tu le disais, imaginons un autre scénario en fait, mais en se basant déjà sur ce par quoi ils sont passés. Oui, c'est intéressant, ouais. Donc voilà, Patricia nous fait des retours. Ah, et elle dit, et elle dit aussi que ça aide sur les compétences numériques. Exactement. En fait, tout ce que vous allez trouver dans J'apprends sont des choses qu'ils peuvent transférer dans l'utilisation d'autres applis, notamment celles qui sont utiles pour effectuer des démarches dématérialisées. Donc, sur le site du Pôle emploi, de la CAF, on remplit toujours un formulaire de la même manière. Et dans l'épisode 3, le formulaire à la passe est un formulaire identique à ceux qu'on remplit désormais pour rentrer sur un site comme celui de la CAF ou du Pôle emploi. Donc oui, on a pensé les choses pour que ce soit transférable, effectivement. Alors du coup, on va revenir sur une question, moi qui me paraît toujours assez fondamentale et sur lesquelles je ne sais pas si on est tous d'accord, mais c'est intéressant. Voilà, c'est Elisabeth qui posait la question, pourquoi le choix des 3 écritures? Alors en fait, on n'a pas choisi les 3 écritures, on est en script tout le temps. On est en script parce que c'est l'écriture qu'on utilise toujours. Il se trouve que dans la vie réelle, par exemple, quand j'écris ma liste de courses, moi, je ne sais pas écrire en script, j'écris en écriture manuscrite, en fait. Donc, on a mis de l'écriture manuscrite dans des moments, enfin, dans des situations où on peut effectivement en rencontrer. Mais on ne demande jamais aux apprenants d'écrire en lettres, en cursive ou en majuscule. Le seul endroit où on va trouver les 3 écritures, c'est dans le fameux carnet de lettres,
qui est un endroit de loisir dans lequel ils peuvent, s'ils le souhaitent, s'entraîner à écrire les lettres dans les 3 écritures. Mais il n'y a aucune injonction là-dedans, c'est pas du tout dans l'apprentissage, on ne met pas du tout même d'accent là-dessus, et on l'a prévu comme une page du carnet qui est une page plaisir vers laquelle ils peuvent aller. Et pour le coup, nous, en tout cas dans notre discours auprès d'apprenants non lecteurs, non scripteurs qu'on a en cours, le premier niveau de discours, quand ils sont un frein à un point, qu'ils ne connaissent pas les sons, le rapport phonographique, on leur propose d'écrire dans l'écriture qu'ils ont choisie, donc ceux qui écrivent en majuscule, etc. Puis dès lors qu'on rentre dans l'écrit vraiment, qu'on commence à coder, à leur proposer des mots au décodage, etc., mais là, on n'est que dans l'écriture script. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on entre dans l'écrit avec la script. Mais avant ça, voilà, quand on découvre les sons, etc., là, on leur laisse l'opportunité d'écrire dans l'écriture qu'ils ont choisie. Mais on n'impose rien, et encore moins la cursive, voilà, qui n'a pas d'utilité pour eux, sauf s'ils la désirent énormément. Mais là, ce sera un choix. Mais en tout cas, dans nos activités d'entrée dans l'écrit, c'est que de la scripture. Très bien. Bon, ben voilà des choses évoquées et précisées. Là, je crois que j'ai fait un petit peu le tour des questions des collègues. Je regarde l'heure. Ah oui, il va être bientôt l'heure de s'arrêter. Hein. C'est passé très très vite. Il y avait d'autres choses éventuellement prévues, Anna. Alors même si on va pas jusqu'au bout, est-ce que tu veux faire un petit balayage, parce que les collègues y auront accès et peut-être que ça peut être l'occasion au moins de l'introduire. D'accord. Alors, est-ce que ça va couper à 30 ou est-ce que ou non? Parce que sinon, on n'a plus que 2 minutes et ça coupe. Ah, alors, ouais, j'ai pas l'heure exacte. Ben oui, je pense que ça va couper, oui. Ouais. Okay. Donc, alors, juste, je vous dis rapidement, toutes ces questions-là, tout ce qu'on peut faire en pratique collective, on aurait envie, et vous me direz les uns et les autres si ça vous paraît pertinent, on aurait envie de développer une formation de formateur à langue plurielle, d'entrée dans J'apprends et d'accompagnement à l'entrée dans l'écrit avec des activités d'exploitation de ce qu'on fait dans J'apprends, l'exploiter en classe et le développer, en sachant que le studio nous a mis à disposition ce qu'ils appellent des assets graphiques, donc plein des images qu'il y a dans J'apprends, on peut les voir et les diffuser pendant les formations de formateurs. Donc, si ces questions-là que j'aborde là vous intéressent et peuvent faire partie d'une formation de formateur, pourquoi pas. Et par ailleurs, je vous enverrai la carte mise à jour, donc là, depuis ce matin, de toutes les applis qui existent aujourd'hui. On a plus d'applis, on a aussi plus de sites internet dédiés. Et je vous ai mis des liens à chaque fois. Donc, quand vous cliquez dessus, vous pouvez accéder aux liens. Et bon, j'espère que ça vous sera utile. Oui, je pense que c'est vraiment très riche et elle est interactive, elle est vraiment très intéressante. Anna, je te remercie vraiment beaucoup. Je suis désolée de ne pas avoir vu le temps filer, mais bon, c'était quand même, voilà, il y a eu des questions, il y avait des échanges. Ça va donner envie d'aller voir de plus près, de regarder comment les apprenants s'en servent. Voilà. Merci en tout cas pour cette première présentation. On va s'engager à faire des retours, voilà, selon la façon dont on va pouvoir présenter l'application et observer des usages. On fera aussi des retours sur les perspectives que tu proposes, parce que il y a franchement des choses qu'on peut échanger, sur lesquelles on pourrait s'enrichir mutuellement. Merci beaucoup pour ta participation. Tout le monde te remercie. Hein. Voilà, merci. Merci beaucoup. Voilà, on aura des mises à jour. Suivez la page Facebook de J'apprends sur laquelle on met les mises à jour. Et il y a une première pause lecture qui est créée là, qui va sortir cette semaine. Une petite BD faite par des apprenants. Et on continue de développer les épisodes jusqu'en novembre, tous les 2 mois à peu près, on espère. Très bien. Bon, on va se tenir au courant en tout cas pour relancer. Merci beaucoup, Anna. À très très bientôt. Bon après-midi. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.